Je viens partager mon histoire pour que d'autres personnes ne commettent pas les mêmes erreurs que moi. J'ai grandi dans un pays d'Afrique de l'Ouest, dans une famille pauvre et nombreuse. Mon père, la plupart du temps, rentrait ivre à la maison, et c'était ma mère qui faisait tout pour que nous mangions au moins 2 fois par jour. Je voyais son courage, sa détermination à nettoyer les toilettes, laver le linge des gens, faire la lessive, juste pour payer notre scolarité et couvrir nos besoins élémentaires. Malgré ces efforts, nous étions toujours dans le besoin. À mesure que je grandissais, je ressentais en moi cette volonté de briser le cercle vicieux de la pauvreté. Je voulais à tout prix réussir, pour sortir ma famille de la misère. En grandissant, je me suis rendu compte que les petits boulots comme manutentionnaire ou apprenti mécanicien ne permettraient pas de gagner suffisamment pour transformer ma vie et celle de ma famille. J'étais lassé de voir ma mère se tuer à la tâche pendant que mon père dépensait le peu d'argent disponible dans l'alcool. J'ai commencé à nourrir l'idée qu'il fallait une solution rapide, un moyen extraordinaire de gagner beaucoup d'argent. Dans mon quartier, j'entendais parler de broutage. C'est ainsi qu'on appelle chez nous la fraude sur Internet, qui consiste à tromper des gens, souvent à l'étranger, pour obtenir de l'argent. On racontait que certains jeunes, à peine sortis de l'adolescence, s'étaient achetés de grosses voitures, des téléphones dernier cri, tout cela en quelques mois. Ils se vantaient, exhibant leur réussite apparente. Un ami proche que je connaissais depuis l'enfance m'a parlé en détail du broutage. Il m'a fait croire que c'était la seule voie rapide pour gagner un argent fou, faire construire une maison à ma mère et sortir de la pauvreté. Au début, j'étais réticent. J'avais en tête que c'était illégal, risqué, immoral. Mais mon ami insistait en me disant qu'on ne devient pas riche en restant honnête quand on part de zéro. Selon lui, il fallait être malin et savoir saisir sa chance. Il me répétait « Regarde autour de toi, on ne te laisse pas d'autre opportunité. C'est chacun pour soi dans ce monde. Tu vas continuer à souffrir éternellement si tu ne réagis pas. » Peu à peu, j'ai cédé à sa logique. À partir de ce moment, j'ai commencé à me former auprès de lui. Il m'a expliqué comment créer de faux comptes, comment monter des scénarios pour appâter des victimes, la plupart du temps des occidentales plus âgées, qu'on appelle parfois maman sugar ou client. J'étais mal à l'aise, mais la perspective de sortir mes proches de la misère me motivait. Puis cet ami m'a dit que pour passer au niveau supérieur, il existait une solution encore plus radicale. Il fallait se rendre à l'étranger, plus précisément au Ghana, où, selon lui, on pouvait rencontrer des marabouts spécialisés dans la sorcellerie associée au broutage. Le marabout, par des rites et des incantations, devait me rendre chanceux et me protéger pour que je trouve une blanche riche, prête à m'envoyer des milliers de dollars. Au début, j'ai ri. Je me disais, quelle histoire de fou, aller au Ghana pour qu'un sorcier me rende riche, mais mon ami était sérieux. Il me racontait des anecdotes d'autres jeunes partis là-bas et revenus en grosse voiture, distribuant des billets de banque à la moindre occasion. Tu vas voyager 1 ou 2 mois, tu vas exploser. C'est-à-dire gagner gros. Tu reviendras triomphal. Mon instinct me soufflait que c'était louche. Mais encore une fois, je pensais, et si ça marche, ne vaut-il pas mieux tenter quelque chose que de mourir pauvre ? J'ai donc décidé d'en parler à ma mère, sans toutefois lui révéler la vraie raison de ce voyage. Je lui ai expliqué en gros que j'avais vu une opportunité au Ghana, qu'on me proposait un travail super rémunéré et que je pourrais envoyer de l'argent à la famille. Ma mère n'était pas d'accord au début, se demandant pourquoi un tel boulot ne pouvait pas se faire sur place. J'ai passé des heures, des jours à la convaincre. Elle a fini par céder parce qu'elle espérait que je ferais bouger les choses. Maman a même contracté des dettes. Elle s'est mise à faire des ménages supplémentaires, à laver des draps dans un hôtel, tout ça pour rassembler l'argent nécessaire au voyage. Nous avons finalement réuni environ 1 million de naira, ce qui était énorme pour nous. J'ai pris un bus vers le Ghana, accompagné d'un grand frère connu sous le surnom de Biggie, qui servait d'intermédiaire avec un chairman local. L'idée était de rencontrer le chairman, puis de me lancer dans le broutage à un niveau plus élevé, avec en supplément la touche de sorcellerie. J'avais le cœur un peu serré. J'étais impatient, curieux et terrifié à la fois. J'espérais sincèrement changer ma vie. Arrivé au Ghana, Biggie m'a présenté à un homme imposant, qu'il m'a décrit comme un boss du broutage, quelqu'un de redouté et craint. Il m'a tout de suite dit, « Le broutage c'est bien, mais si tu veux vraiment améliorer vite, il faut passer par un rituel. Sans ça, tu risques de stagner, de te faire attraper, ou de ne jamais trouver de gros clients. » Je restais silencieux, il me faisait un peu peur. Il a rajouté, « Tu es prêt à tout, n'est-ce pas ?» Et parce que je pensais à ma famille affamée, j'ai répondu « oui » d'un air déterminé. Le lendemain, ce boss m'a conduit dans un endroit reculé, un village où le marabout opérait.
La maison était simple, en briques de terre, avec des symboles étranges dessinés sur les murs. À l'intérieur, la pièce principale était sombre, éclairée par quelques bougies seulement. Le marabout m'a accueilli avec un grand sourire, comme s'il me connaissait déjà. Il a commencé à me dire qu'il avait besoin d'effectuer un sacrifice pour connecter ma chance à la spiritualité, qu'il me fallait des offrandes précises. Je me disais qu'il s'agirait d'un animal, comme on le fait dans beaucoup de rites. Mais j'ignorais l'étendue de ce qu'il exigeait en réalité. Il m'a demandé de revenir la semaine suivante avec une chèvre, de préférence une femelle, et de l'argent liquide pour acheter des ingrédients. J'ai donc pioché dans ma réserve, d'autant que j'avais encore assez pour vivre quelque temps au Ghana. Avec Biggie, nous avons acheté la chèvre au marché. Je pensais naïvement qu'on allait seulement sacrifier cet animal pour purifier ma route dans le broutage. Le jour J, nous sommes repartis chez le marabout. Il m'a fait enlever mes vêtements et enfiler un pagne blanc. Il m'a dit de ne pas regarder en arrière pendant toute la durée du rituel, sinon ça annulerait l'efficacité. J'ai obéi, même si j'étais mal à l'aise. Il a psalmodié des prières ou incantations dans une langue inconnue, a aspergé l'eau d'herbe sur mes pieds, puis a empoigné la chèvre. Je sentais mon cœur battre à toute allure, j'avais peur, mais j'étais venu pour ça. Quand il a commencé à sacrifier la chèvre, j'ai entendu le bêlement de l'animal résonner dans mes oreilles, et un frisson m'a parcouru. Ce cri, dans mon esprit, sonnait comme la voix de ma mère. Je me suis mise à trembler, j'ai senti une panique grandir en moi. Je me suis dit, pourquoi j'entends la voix de ma mère? Suis-je en train d'halluciner? J'ai voulu sortir mon téléphone pour vérifier que tout allait bien chez moi. Biggie m'a fait signe d'arrêter, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai décroché discrètement pour appeler à la maison, espérant n'entendre que la voix rassurante de mes frères ou sœurs. Mais c'est ma petite sœur qui a répondu, en larmes. Elle m'a crié. Maman vient d'avoir un malaise, elle hurle qu'on l'étrangle, elle ne peut plus respirer. À cet instant précis, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de plus effrayant que je n'aurais pu imaginer. Le marabout n'était pas en train de sacrifier seulement la chèvre. Il connectait en réalité ce sacrifice à un être humain, et c'était ma mère qui semblait en subir les conséquences. Paniqué, j'ai voulu me retourner pour supplier le marabout d'arrêter, ou tout au moins comprendre ce qui se passait. Mais Biggie m'a rappelé. Ne te retourne pas, sinon tout s'annule. Le marabout, de son côté, marmonnait des phrases incompréhensibles. J'ai senti que cette alliance spirituelle n'était pas juste un geste anodin. J'ai finalement brisé la consigne et je me suis retourné, hurlant. Stop, je ne veux pas de sacrifice humain. Le marabout m'a dévisagé avec colère, comme si j'avais brisé un pacte. J'ai compris que ce que je considérais comme un petit sacrifice animal impliquait possiblement la vie d'un être cher. Je me suis mise à courir hors de la maison en sueur, terrorisé par ce que j'avais provoqué. Biggie me poursuivait, me disant « Tu ne peux pas partir comme ça, tu vas ruiner toutes tes chances. » Je ne l'écoutais même plus. Je ne voulais pas de cette chance si elle devait coûter la vie de ma mère. Dès que j'ai pu m'éloigner suffisamment de ce village, j'ai téléphoné de nouveau à ma sœur. Elle était en train de pleurer, me suppliant de rentrer. Maman va mal, on ne sait plus quoi faire, elle suffoque. J'ai décidé de laisser toutes mes affaires là-bas, hormis mon téléphone et quelques billets qui me restaient, et j'ai entrepris de rentrer au pays. J'irai à pied, le long d'une route, sans même chercher un bus, tellement j'étais sous le choc. C'est alors qu'une voiture m'a percuté. J'étais trop distrait, je n'ai pas regardé en traversant. À mon réveil, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'avais une jambe cassée, des contusions sur tout le corps, et j'avais perdu conscience plusieurs heures. Les médecins ghanéens ont fait ce qu'ils pouvaient, mais j'avais besoin d'argent pour un plâtre et divers soins. Je n'avais plus rien. J'avais laissé mes économies en fuyant. J'ai dû supplier, raconter ma situation à une assistante sociale, qui m'a finalement aidé à contacter mon oncle au pays pour qu'il m'envoie un peu de fonds. Pendant ce temps, je tentais de joindre ma famille. Lorsque ma sœur a enfin répondu, elle était inconsolable. Notre mère, elle n'est plus de ce monde. Elle m'a raconté que quelques heures après mon appel, maman avait rendu l'âme dans d'atroces convulsions. Les médecins locaux, ne sachant pas trop quoi diagnostiquer, ont évoqué un possible accident vasculaire cérébral. Mais au fond de moi, je savais que mon entêtement pour le broutage, ma présence dans ce rituel sordide, y était pour quelque chose. Après un moment à l'hôpital, j'ai réussi à rentrer chez moi au pays, en béquille. Là-bas, on avait déjà enterré ma mère, sans pouvoir attendre mon retour, faute d'argent pour conserver le corps. Le chagrin et la culpabilité m'ont submergé. Je n'osais plus regarder ma famille en face. Tout le quartier, qui espérait me voir revenir riche et fier, m'a vu rentrer abattu, blessé et sans un sou.
Pire encore, j'ai perdu ma mère, celle qui avait tout fait pour moi. J'ai abandonné toute idée de broutage. Je ne voulais plus entendre parler de rituels ni d'escroquerie en ligne. Je voyais trop ce que j'avais commis. J'avais voulu forcer la main du destin, et c'est ma mère qui en avait payé le prix. Aujourd'hui, je me débat avec de petits jobs. Je vis un enfer moral. Je me réveille la nuit en hurlant, je revois le visage du marabout, le sang de la chèvre, et j'entends la voix de ma sœur qui crie au téléphone. J'ai tenu à raconter cette histoire pour avertir tous ceux qui, comme moi, croient que le broutage est une solution miracle. On ne vous dit pas que derrière les belles voitures et l'argent facile, il y a souvent des sacrifices inhumains, des meurtres dissimulés, des implications spirituelles atroces. Je ne dis pas que tout le monde va jusqu'au sacrifice humain, mais certains s'y laissent prendre, surtout quand ils veulent de gros résultats en peu de temps. À ceux qui souffrent dans la pauvreté, je peux comprendre votre désespoir. Je sais ce que c'est de vouloir à tout prix sortir sa famille de la misère, mais croyez-moi, le broutage n'est pas la voie. On ne fait pas fortune du jour au lendemain sans conséquence. Si ce n'est pas la police ou la prison, c'est la sorcellerie et les sacrifices qui vous guettent. Vous risquez de tout perdre, y compris la vie d'un être cher. Aujourd'hui, je supplie le ciel de me pardonner, et je demande à tous ceux qui écoutent ce récit de ne pas suivre mes pas. J'ignore si un jour je pourrai me pardonner moi-même. J'essaie de travailler humblement, de rembourser les dettes que j'ai contractées, d'aider mes frères et sœurs à aller de l'avant. J'essaie de vivre, malgré la honte et le chagrin. Je parle rarement de cette expérience dans la vraie vie, de peur d'être jugé ou accusé. Mais j'estime qu'il est de mon devoir de prévenir les autres. À tous ceux qui envisagent le broutage, arrêtez-vous, réfléchissez 2 fois. Ne soyez pas aveuglés par les illusions de richesse. Ne croyez pas qu'il s'agit seulement d'arnaquer des inconnus sur Internet. Parfois, il y a des aspects occultes terrifiants où l'on vous demandera plus que vous ne pensiez donner. Évitez de tomber dans ce piège mortel. Je serai prêt à travailler dur, même à refaire la même vie de pauvre plutôt que de vivre ce cauchemar. Ainsi s'achève mon témoignage. C'est l'histoire d'un jeune homme trop pressé de réussir qui a fini par détruire ce qu'il aimait le plus. J'espère que vous en tirerez une leçon. La voie de l'argent facile mène souvent à la perdition. Pensez à vos proches, à ce que vous risquez d'y perdre. Le broutage a déjà fait assez de ravages dans notre société. Si mon histoire peut en dissuader ne serait-ce qu'une seule personne, je considérerais n'avoir pas tout perdu. Je termine mon témoignage en vous demandant de partager cette vidéo ou ce récit si vous le jugez utile. Laissez un commentaire pour me donner vos conseils, vos encouragements ou même vos critiques, car j'accepte ma part de responsabilité. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies, parfois dures, mais nécessaires pour sensibiliser chacun. Prenez soin de vous, ne cédez pas aux illusions, et souvenez-vous que la vie de vos proches vaut plus que tous les billets de banque du monde.